Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans une vidéo très spéciale puisque c'est une compilation de mes 3 parties dédiées à l'Autriche de l'entre-deux-guerres. Je vais quand même modifier 2-3 trucs histoire que ce soit cohérent et aussi corriger les petites erreurs qu'il y avait dedans, voilà, notamment le fameux auto, pour ceux qui ont vu la première partie, ainsi que 2-3 trucs histoire que ça forme un ensemble cohérent comme je le dis. J'espère que ça va vous plaire et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première partie dédiée à la Pologne de l'entre-deux-guerres. Bon visionnage. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Connaissez-vous le concept d'histoire cyclique? Alors non, c'est pas étudier l'histoire sur un vélo et encore moins se dopant. L'histoire cyclique, c'est une des nombreuses façons de concevoir l'histoire. Elle existe depuis l'Antiquité et elle est étudiée très sérieusement en études supérieures. Je sais de quoi je parle, je l'ai étudiée en première année d'histoire, avec les Grecs si ma mémoire est bonne. L'histoire cyclique stipule que chaque civilisation va connaître 3 périodes dans son existence. Je prends l'exemple des Romains, comme ça vous allez comprendre. D'abord, on a l'état progressif, qui consiste en la création, puis la montée en puissance de la civilisation. Chez Rome, c'est la période de la République romaine et de leur grande campagne militaire. Ensuite, on a une période de temps long. La civilisation a affirmé sa puissance économique, militaire, etc. etc. À Rome, c'est la période de la fin de la République et la proclamation du Principat. L'Empire romain, excusez-moi, qui, après l'Empire chinois, comptait les 2/3 de la population mondiale au 1er siècle. On peut difficilement faire mieux. Et enfin, la période de stagnation puis de déclin, qui est une chute d'influence de la civilisation sur le reste du monde. Cela peut entraîner l'extinction quasi complète de la civilisation en question. À Rome, c'est la période de déclin de l'Empire romain, de la séparation en deux et des invasions barbares. Notez que, même si c'est un schéma très précis, il n'est pas systémique. Certaines civilisations ont réussi à briser le cycle et à rebondir. La Chine, par exemple, fut morcelée au début du 19e siècle, et aujourd'hui, elle est la seconde puissance économique mondiale. Voilà, on peut se redresser face à l'adversité. Je prends l'exemple des Romains, mais l'Empire romain d'Orient a survécu, par exemple. Ils ont même récupéré une partie de tout leur empire. J'ai une chaîne YouTube sur les Byzantins, foncez voir, c'est très intéressant. Je vous recommande, si vous aimez lire des bons articles écrits par des gens intelligents, c'est-à-dire pas moi, vous pouvez aller sur le Cairn, C-A-I-R-N, tout à fait, R-N. Ils ont fait un très bon article au sujet du temps long, cyclique, etc., etc. C'était très important pour moi d'introduire ce concept avant de parler du sujet du jour, parce qu'il est un exemple parfait d'une nation qui a essayé de toutes ses forces de survivre, mais qui n'a pas réussi. Alors, je vous rassure, l'histoire finit bien et il y a même Schwarzenegger qui arrive à la fin. Ah si, je te le promets. Nous allons donc découvrir, pendant une période précise, l'histoire d'un pays. Cette période, c'est le XXe siècle, et ce pays, c'est l'Autriche. Juste, vous permettez ? Et voilà, maintenant que j'ai percé, on change de format, on passe à la couleur. Ça sert à rien parce que presque toutes les images seront en noir et blanc en fait. Merde. Cette vidéo, comme je l'ai annoncé plus tôt, est un nouveau concept sur la chaîne qui vous parle d'histoire et plus particulièrement d'un pays de l'entre-deux-guerres. Alors pourquoi ce format? Déjà pour enrichir votre culture générale, mais aussi parce qu'on a tendance, avec nos biais de confirmation, de penser qu'il y a des gentils alliés d'un côté et les méchants nazis de l'autre. Bien évidemment, l'histoire c'est jamais aussi binaire que ça. Cette semaine, on va donc s'attaquer à l'Autriche, mais dans 2 semaines, nous verrons la Pologne. Et si le concept vous intéresse, on pourra faire la Tchécoslovaquie, les pays baltes ou la Yougoslavie, pourquoi pas? Avant toute chose, c'est quoi l'Autriche? Aucune question n'est une question bête, on est bien d'accord. Déjà, Autriche,
ça ne veut rien dire. Enfin, le mot Autriche, bien sûr, ça c'est un mot français, car le vrai nom de ce pays, en réalité, c'est Österreich. C'est de l'allemand, comme vous avez pu le remarquer, et il s'agit d'un mélange entre le mot Ost, qui veut dire Est, et Reich, qui veut dire... non, ça veut dire État, en allemand. On traduit ça comme empire parfois, mais c'est un mot qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, si ce n'est État. Donc l'Autriche, ça veut dire État de l'Est. Enfin, Österreich veut dire État de l'Est. D'ailleurs, en anglais, Autriche se dit Austria. Donc les Anglois ont mieux compris comment on prononçait ce pays que nous, tout simplement. L'Autriche est une nation germanique située au beau milieu de l'Europe. Quand je dis germanique, je parle à la fois de la culture autrichienne, mais aussi au niveau linguistique. En effet, la langue officielle du pays, c'est l'allemand autrichien. Contrairement aux Hollandais, par exemple, qui imitent l'allemand de manière la plus dégueulasse possible, c'est vraiment laid le hollandais, n'apprenez pas cette langue. L'autrichien, c'est quasiment la même langue que l'allemand. Cela dit, il y a quelques petites différences entre les deux. Elles sont parfois tellement frappantes qu'un allemand et un autrichien peuvent bugger un peu la première fois qu'ils se rencontrent. Surtout au niveau de la prononciation. C'est en Autriche qu'on roule les R, par exemple. En Allemagne, on ne roule pas du tout les R. Alors le seul exemple que j'ai retenu en cours d'allemand, c'est les Allemands ils disent papa, et les Autrichiens ils disent baba. Voilà, c'est tout. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit ça. Et je rappelle que l'allemand, c'est une langue où ça se dit Kugelschreiber. Voilà. Mais ça reste très intéressant à étudier l'allemand. Hein. Prenez ça en deuxième langue, c'est beaucoup mieux que l'espagnol. Donc bref, je disais, pour bien comprendre la différence entre les deux, c'est comme pour nous, les Français, avec les Québécois. Je pense que là, vous avez compris. L'Autriche, l'Österreich, mais je vais dire Autriche parce qu'on est en France, on parle français, a pour frontière la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Allemagne. Enfin, ça c'est l'Autriche d'aujourd'hui, une nation fédérale et démocratique. Alors je vais pas faire un cours d'histoire entier sur l'Autriche, il y a de très bons bouquins et de vidéos YouTube qui en parlent. Nous allons faire un petit bond dans le temps, il y a une centaine d'années. Notre récit débute il y a presque 108 ans, le 21 novembre 1916. Alors que les balles fusent et que les Maccabées se comptent par millions, François-Joseph Ferdinand, l'empereur d'Autriche-Hongrie, décède. Il laisse son état dans un sale état. La Première Guerre mondiale durant depuis 2 ans, le pays doit combattre sur 3 fronts différents. À l'est tout d'abord, où l'Empire russe mène des contre-offensives gigantesques, aidé de la Roumanie qui a rejoint le front. Au sud, la résistance balkanique est encore très forte. Et enfin, à l'ouest, ils doivent affronter les Italiens. Ces salopios avaient promis de s'allier à l'Autriche, puis se sont déclarés neutres et finalement ont retourné leur veste de guerre. Bref, c'est à cette période que va rentrer en scène Charles Ier de Habsbourg, le tout nouvel empereur d'Autriche-Hongrie et le tout dernier. C'est un jeune homme de 28 ans, relativement inconnu, pour vous dire, il est neveu de François Ferdinand, mais il a déjà en lui le désir de sauver son peuple. Enfin, son empire. Déjà, il fait l'état des lieux. L'empire est certes dans la merde, mais il n'est pas dans une merde noire. Charles, alors oui, son vrai prénom c'est Karl, mais je vais l'appeler Charles, au moins on s'emmerde pas. Et puis on est en France, on parle français, merde. Je disais Charles va vite analyser la situation. D'un point de vue militaire, ce n'est pas si désavantageux. La Serbie s'est rendue 1 an plus tôt. Bon, l'armée serbe a été évacuée en Albanie, mais peu importe, ils sont sortis du terrain. L'Italie, bien que menant des offensives, ne s'est absolument pas préparée à la guerre, ni organisée. C'est très simple, les Ritals se font massacrer par l'armée austro-hongroise. Quant à la Russie, l'offensive Brusilov, menée en septembre, fut une victoire à la Pyrrhus, sans mauvais jeu de mots. En 4 mois, elle a coûté la vie à près de 2 millions de soldats russes. Ah, et les Austro-Hongrois ont renforcé leurs frontières, donc une nouvelle percée est presque impossible. Côté intérieur, la situation est tendue en Autriche-Hongrie. Depuis le début de la vidéo, d'ailleurs, je parle des Autrichiens, et maintenant je me mets à parler des Austro-Hongrois. C'est quoi ce délire? Bon, je vais devoir m'arrêter un peu sur ce bordel qu'est l'Autriche-Hongrie. Oui, parce qu'en 1916, l'Empire autrichien s'appelle l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors pourquoi, on reviendra dessus après, et il ressemble à ça. Mais administrativement parlant, il ressemblait à ça. Voilà, c'est un melting pot. D'ailleurs, les ethnies, parlons-en parce que c'est vachement rigolo. Nous avons d'abord les Autrichiens. Logique, ils sont germanophones. Nous avons les Hongrois qui sont magyarophones. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui parlent le hongrois. Nous avons les Tchèques et les Slovaques qui sont des Slaves occidentaux, les Slovènes, les Polonais de la Galicie du Sud, le sud de la Pologne si vous préférez, des Italiens dans la région du Tyrol, des Croates, et tous parlent une langue très différente, d'origine latine et slave majoritairement. Eh bah putain, et là encore c'était facile, parce qu'ils sont tous catholiques, donc ça peut aller. Et si on augmentait la difficulté? Nous avons les Roumains de Transylvanie qui sont orthodoxes, les musulmans de Bosnie, annexés en 1908, les Juifs ashkénazes qui sont juifs et parlent le yiddish, puis enfin nous avons mon préféré, les Ruthènes des Carpates. C'est très simple, ils sont ukrainiens, enfin ukrainophones, et ils se revendiquent catholiques.
Donc vous allez me dire, ça y est, l'affaire est pliée. Eh ben pas du tout, car ils sont slaves gréco-catholiques, une église catholique qui n'a jamais été unifiée par le Vatican et qui a son propre chef, le patriarche byzantin. Je savais même pas que ça existait, mais au moins je me coucherais moins bête. En tout, l'Empire d'Autriche-Hongrie regroupe 51 millions d'habitants, 6 religions et 18 ethnies. Ça pouvait pas marcher sur le long terme cette affaire, c'est juste impossible. L'Autriche-Hongrie était encore un État relativement solide. Il souffrait beaucoup, naturellement, du problème des nationalités. Un problème d'ailleurs relativement très nouveau à l'époque, parce qu'il n'y avait pas ce problème auparavant. C'est d'ailleurs pour cela qu'on n'a pas trouvé de solution adéquate avant 1905. En tous les cas, les peuples ont montré une très large loyauté vis-à-vis de la monarchie, puisqu'ils se sont battus pendant 4 ans, plus de 4 ans, pour défendre le pays. Il y avait naturellement d'autre part la faiblesse que la double monarchie ne correspondait pas à l'esprit des temps, parce que c'était une unité supranationale, et c'était alors l'époque où le nationalisme commençait à jouer un rôle capital. C'est à cela que ça s'est effondré. D'autre part, il y a eu naturellement, justement dans ce crépuscule de l'Autriche-Hongrie, un essor culturel extraordinaire, que ce soit dans la musique, que ce soit parmi les écrivains. Il y avait beaucoup de groupes qui ont participé, notamment beaucoup d'Israélites qui vivaient ici à Vienne et qui venaient la plupart de cette Galicie profonde, qui était un des facteurs assez importants en Autriche-Hongrie. En d'autres termes, il y avait véritablement une espèce de coopération entre les nationalités sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, artistique, avec toutes les difficultés que cela contenait sur le plan politique. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Otto von Habsburg. C'est le fils de Charles et il était, jusqu'à il y a pas si longtemps, le prétendant au trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et si je souris quand je dis ça, c'est parce que pendant très longtemps, je pensais que Otto et Charles, ils étaient frères jumeaux. Il y a une ressemblance physique entre les deux, je sais pas, ça m'a toujours fait tilter. Mais non, ils sont bel et bien père et fils. Et oui, ils parlent très bien français, et oui, vous pouvez le jouer dans Heart of Iron 4. Techniquement, je devrais dire Cœur de Fer 4 ? Bon, on s'en fout. De nombreuses tentatives visant à concilier la mosaïque de peuples ont vu le jour. En 1867, affaibli par la guerre qui les opposait à la Prusse, l'Empire d'Autriche se renomma en Empire d'Autriche-Hongrie et devient officiellement une double monarchie. Alors non, la double monarchie, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 monarques. Ça, c'est ce qu'on appelle une diarchie. Non, c'est tout simplement que l'empereur a 2 couronnes. Il est doublement monarque. Il est empereur d'Autriche et de Hongrie. Donc ce sont toujours les Habsbourg qui dirigent le pays, enfin, le territoire. Normalement, je suis censé vous dire que l'Empire se coupe en deux, entre la Cisléténie et la Transléténie, mais c'est déjà beaucoup d'infos, je vais pas insister dessus. Alors, pourquoi la Hongrie précisément ? Eh bien c'est parce qu'en 1848, ces derniers avaient mené une giga-révolution qui avait ébranlé tout l'Empire. Il s'agissait d'un mouvement nationaliste allant bien au-delà de l'Empire, bien sûr, mais ce que l'on appellera plus tard le Printemps des peuples fut une véritable déculottée pour les Autrichiens, voyant enfin les limites de leur système. Ah, et les Hongrois, ils sont 11 millions, les Autrichiens, ils sont 6 millions. Voilà, presque le double. Il y a de nombreux avantages dans ce compromis. Déjà, pour la première fois, l'Empire des Habsbourg accepte une réforme libérale et nationaliste. Et avec beaucoup de bonne volonté, j'ajouterais. De plus, les Hongrois obtiennent un parlement, avec des élus, au suffrage universel. Comment ? 6% de la population a le droit de vote ? Ah merde. Oui, non, mais ne vous y... Oui, mais non... Oui, non, non... Oui, non, mais ne vous y... Oui, non, mais ne... Oula, ouf, il est pas facile celui-là. Oui, non, mais ne vous y trompez. Oui, non, mais ne vous y trompez pas, l'Autriche-Hongrie, c'est une monarchie constitutionnelle, mais tous les peuples n'ont pas les mêmes droits. Ce sont bien les nobles qui ont le pouvoir. De plus, les autres nations et peuples qui composent l'Empire ne bénéficient pas de traitement de faveur. Ainsi, et c'est tout à fait logique, de nouvelles revendications nationalistes voient le jour, en faveur des Slaves cette fois-ci. En effet, les Tchèques, les Roumains et les Croates veulent faire entendre leur voix dans ce grand marasme politique qu'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et pour y parvenir, les aristocrates de ces nations proposent une solution, le trialisme. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, à faire en sorte que l'empereur d'Autriche-Hongrie ne soit pas simplement un double monarque, mais un triple monarque, reconnaissant les Tchèques comme étant un peuple de l'Empire. Le trialisme prévoyait aussi que la Croatie donnerait naissance à un royaume triunitaire, toujours sous la tutelle des Habsbourg. C'est juste qu'il y aura un membre de la famille qui prendrait le pouvoir plutôt que l'empereur. En fait, les nationalistes et les nobles de l'Empire ne souhaitent pas que la famille des Habsbourg s'en aille.
Au contraire, ils ont de l'influence, du pouvoir et surtout du charisme. Cependant, ils souhaitaient limiter les élans nationalistes en les tuant dans l'œuf. Sauf que y a un opposant acharné au trialisme qui bloque toute tentative d'adoption de cette solution. Non, ce sont pas les Autrichiens, ce sont les Hongrois. En effet, depuis qu'ils ont obtenu la double monarchie, ils ne veulent plus partager le pouvoir avec qui que ce soit. Et oui, ce sont des pourris gâtés. Oui, c'est des Drago Malfoy, les Hongrois, faut pas chercher à comprendre. Alors que les Autrichiens, les aristocrates je parle, sont plutôt libéraux, favorables à ce que les autres nations puissent avoir des droits. Je parle de droit, même pas de devoir ou autre chose. Les Hongrois, eux, ils s'y opposent catégoriquement. Et oui, tous ces pouvoirs sont montés à la tête de la Hongrie, car comme dirait Caris, je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Je sais pas comment j'ai fait pour la caler, celle-là, mais je suis fier de moi. Cependant, après des décennies de pression, des années 1880 à 1910, le projet de trialisme est adopté. Et il commençait même à se mettre en place avant la Première Guerre mondiale. L'Empire d'Autriche-Hongrie-Bohême-Croatie, l'Empire des Habsbourg est sur le point de se libéraliser, et on peut même carrément dire fédéraliser dans un consentement mutuel. Et c'est là que l'archiduc Charles, un des partisans de la reconnaissance des peuples slaves dans l'Empire, est assassiné par un nationaliste slave. Merde! Bien, ceci étant dit, retour en 1916. La situation intérieure est catastrophique. Rendez-vous compte, tout l'empire des Habsbourg s'est balkanisé, sans mauvais jeu de mots. Bon, c'est toujours eux les chefs du pays, mais dans les faits, un moindre souci diplomatique peut tout foutre en bordel. Mais bon, c'est rien, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie, ils sont habitués, tu me diras. Alors, dans un premier temps, les différents peuples qui unissent l'Empire se soudent pour combattre ces connards de Serbes. Après tout, l'objectif numéro 1 de l'Empire, c'est de fracasser les Serbes. C'est tout, le reste, c'est pas important. Les Russes, bon, c'est vrai, ils sont slaves et ils cassent un peu les couilles, mais si on arrive à calmer les Serbes, tout va bien se passer, et on pourra négocier. Les Italiens, on s'en bat les couilles, on pourra négocier une fois que les Serbes se seront rendus. Sauf qu'une fois la Serbie occupée, le conflit fait une sacrée prolongation, et ça inquiète les populations locales. Quand ça va s'arrêter exactement ce conflit? Est-ce que nos enfants et nos époux qui combattent en Russie vont revenir sains et saufs? Se disent les mères et les femmes croates. Elles s'en foutent de l'issue du conflit. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui va devenir de nos enfants? De plus, avec la prolongation de la guerre, c'est également le blocus imposé par l'Entente, les Alliés si vous préférez, qui se prolonge. De nombreuses pénuries alimentaires éclatent dans tout l'Empire. L'année 1916 sera la première année durant laquelle le pays va vivre des disettes, des famines qui éclatent partout dans l'Empire. Et ça inquiète tout le monde, car non seulement il y a un blocus continental, mais en plus la production agricole diminue. Bah oui, quand tous les hommes sont envoyés sur le front, comment voulez-vous assurer les récoltes? Eh bien c'est là que Charles intervient. Ce dernier est convaincu que l'Empire des Habsbourg doit se libéraliser, quitte à devenir une fédération. Peu importe, le plus important, c'est la cohésion des différents peuples qui la composent. Et comment y arriver? En faisant la paix. D'ailleurs, il est tellement pressé d'y remédier qu'il se fait couronner empereur des Hongrois, mais pas des Autrichiens, histoire de montrer que sa priorité c'est sauvegarder l'État avant tout. Des réformes sociales sont mises en place, le travail des enfants est mieux encadré, oui c'était légal à l'époque. Il prend le commandement des armées et surtout il entame des négociations de paix avec les Alliés. Et là, une grande et une très bonne nouvelle va arriver. C'est la révolution russe de février 1917. L'Empire russe s'est effondré, et même si la République russe reste une menace, ils sont toujours en guerre, je le rappelle, c'est le moment ou jamais pour tenter de négocier. Afin d'y procéder, il charge ses beaux-frères Xavier et Sixte de Bourbon-Parme de trouver un compromis, d'abord avec les Français et les Alliés ensuite. Et ça va marcher. Les deux qui avaient déjà des contacts avec l'Hexagone parviennent à trouver un terrain d'entente, sans mauvais jeu de mots, avec le secrétaire d'État du ministre des Affaires étrangères. Ces derniers font ainsi parvenir 4 propositions pour l'empereur Charles. Première proposition, si paix il y a, l'Alsace-Lorraine revient à la France. Deuxième proposition, la Belgique sera libérée et son occupation devra prendre fin. Troisième proposition, l'Empire des Habsbourg restera tel quel, comme si de rien n'était. Les Français s'en foutent un petit peu. Et enfin 4, bon, c'est pas très important, mais en gros, Constantinople, les Russes, ils vont devoir oublier l'idée de revendiquer ce territoire. Parce qu'ils le revendiquent de base, si vous demandez. Ces propositions correspondent à la fois à l'Empire des Habsbourg, mais surtout à la France et l'Angleterre. Bon, les Italiens et les Serbes étaient pas forcément contents, hein. Eux ils voulaient récupérer des territoires, notamment le Tyrol pour l'Italie, mais au pire, on en rediscutera. Du moment que le processus de paix est en cours, c'est le plus important. Le secrétaire d'État français fait parvenir aux beaux-frères ses sincères salutations. La Première Guerre mondiale va peut-être s'achever. L'Empire d'Autriche-Hongrie est responsable du conflit après tout, c'est de son devoir d'y mettre fin. Il y a juste un petit souci dans ces négociations, c'est que l'Autriche n'a prévenu aucun de ses alliés, et surtout pas les Allemands, ce qui est inacceptable pour eux. En effet, l'empereur allemand Guillaume II, ou si vous préférez le Kaiser Wilhelm II, considère que la guerre doit se poursuivre, parce qu'il est persuadé d'avoir déjà gagné. Mais Charles, lui, il s'en fout de gagner, et décide d'être honnête.
Début 1917, Charles fait parvenir à Guillaume II un mémorandum, un long commentaire YouTube faisant état de l'Empire d'Autriche-Hongrie, et il est catastrophique. Le pays ne tient plus debout et a pour respirateur artificiel des emprunts. Les famines se multiplient, l'inflation, le chômage, les pénuries de main-d'œuvre, le retour des nationalistes fervents, bref, l'Empire va éclater. Quelle fut la réaction de Guillaume II, me direz-vous? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Eh bien, c'est difficile à dire, car non seulement il était au courant de ce qui se passait en Autriche, mais en plus, l'Allemagne avait exactement le même problème, le nationalisme en moins. Contrairement à une idée reçue, Guillaume II a ouvert des négociations de paix avec les Alliés, sauf que leurs revendications étaient claquées au sol. Par exemple, il voulait que la Belgique soit coupée en deux, donnant l'indépendance à la Flandre et la Wallonie. Non, ça c'est plutôt une bonne chose, ça aurait été mieux. On aurait pu récupérer la Wallonie, ça aurait été parfait. Enfin bref. Les Allemands veulent aussi la Lituanie et ne veulent pas rendre la Lorraine, et surtout conserver leur empire colonial. Bref, un statu quo, et ça ne convenait pas du tout aux Alliés. Ce qui va achever les négociations de paix, c'est lorsque le ministre des Affaires étrangères autrichienne, Ottokar Czernin, va proclamer que l'Empire a réussi à faire imposer les demandes autrichiennes à Georges Clémenceau, en mode « Ouais, vous avez vu, on vous a bien niqué, bande de bâtards !» Bon, sauf qu'en plus d'être l'homme le plus têtu de France, Georges Clémenceau, c'est le président du Conseil des ministres, l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui. Il va définitivement clore le sujet des négociations. La paix, on s'en fout, entre la guerre et le déshonneur, Clémenceau préfère garder sa fierté. Et tout ça, dites-vous que les Allemands l'apprennent par la presse. Alors, ils savaient que les Autrichiens voulaient négocier, ça c'est normal, mais ils n'avaient pas précisé leurs revendications. Ce que veulent les Autrichiens et ce que veulent les Allemands est diamétralement opposé. Rappelez-vous, les Russes ont subi une révolution, mais surtout, le plan secret de Guillaume, c'est d'envoyer un certain Vladimir Ilitch Ulyanov au cœur de la Russie pour la faire éclater de l'intérieur. Aussi, le débarquement des Alliés dans les Dardanelles est un échec total. Verdun est un massacre côté français. Quoi? Un blocus naval allié? Eh bien on va leur imposer un aussi. Un blocus naval total contre les navires britanniques et français. Peu importe qu'il y ait des civils dedans. Quoi? Les Américains? Mais non, ils rentreront jamais dans le conflit, Charles, t'es vraiment un abruti. Le Kaiser a toujours un plan. Le plan de proposer secrètement au Mexique d'entrer en guerre contre les Américains si jamais ils font la connerie d'attaquer l'Allemagne. Pas mal, hein? Allez, on va la gagner cette putain de guerre, et si on continue comme ça, d'ici 1919, on les aura bien niqués. Bah étonnamment, tout ce que j'ai dit tourne comme sur des roulettes, et l'année 1918 commence plutôt bien côté allemand. En effet, la Roumanie est mise hors jeu, la Russie aussi, ils parviennent même à récupérer la Biélorussie, les États baltes et les Ukrainiens. Si ça c'est pas la classe, allez on va pouvoir envoyer toute la sauce sur les Français, ça va chier, ya! Oui bon, les Américains sont entrés dans le conflit, mais c'est juste un couillon de plus, ça va le faire, hein l'Autriche? Eh oh les gars, y'a plus personne? Et oui, à force de trop forcer sur la corde, l'Empire d'Autriche-Hongrie a éclaté en 1000 morceaux. Les différentes campagnes militaires ont tout simplement saigné à blanc l'armée des Habsbourg. La toute dernière offensive menée par l'Autriche eut lieu en juin 1918. Fiasco total au cours duquel toutes les faiblesses militaires du pays furent mises en lumière. Équipement catastrophique, morale à zéro, ravitaillement inexistant et surtout communication impossible avec des gens qui ne parlent pas la même langue. Ils étaient tellement dans la merde que l'Allemagne était obligée de faire déplacer des divisions entières pour faire stabiliser le front en Italie. Et surtout, Charles a compris. Il ne contrôle plus rien. Son gigantesque empire, dont les nations qu'il a composées avaient placé tous leurs espoirs en lui pour arrêter cette maudite guerre, se rendent à l'évidence. Il a échoué. Son État est devenu un vassal de l'Empire allemand. Il est placé sous tutelle, sous curatelle on pourrait même dire. Des mutineries éclatent un peu partout. En Slovaquie et en Tchéquie, le drapeau rouge commence même à flotter dans les manifestations pour la paix et pour la faim. Les réformes qu'ils souhaitent mettre en place ne peuvent pas fonctionner, car tout le monde veut quitter l'Autriche-Hongrie, tout le monde veut se barrer. De plus, il entend parler de quelque chose qui lui fait très peur à lui et sa famille, un complot visant à l'assassiner. En novembre 1918, Guillaume II s'est déjà enfui en Allemagne, et surtout Nicolas II a été exécuté avec toute sa famille par les bolcheviks. Craignant pour sa vie et celle de sa femme et de ses enfants, il faut prendre une décision radicale. Soudain, Charles réalise quelque chose. C'est que la seule et unique action qu'il peut faire avant que tout explose, la seule et unique qui puisse mettre fin au conflit, sans qu'une goutte de sang ne soit versée, c'est de mettre fin à l'Autriche-Hongrie. Proclamer son abdication, reconnaître ses torts et partir. Le 31 octobre 1918, il reconnaît pour la première fois que les peuples composant l'Empire peuvent choisir de prendre leur destin en main. Et le 11 novembre 1918, alors que l'Allemagne signe l'armistice,
Charles de Habsbourg proclame son abdication dans une lettre déchirante. J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter à mon peuple les horreurs d'une guerre dont on ne peut me faire porter la responsabilité. Je n'ai pas hésité à restaurer l'usage de la Constitution et à ouvrir aux populations le chemin de l'accession à l'indépendance. Je ne serai pas un obstacle sur la voie qui les conduit vers la liberté. Je renonce à toute participation dans les affaires de l'État. C'est terminé, l'Empire d'Autriche n'existe plus, place maintenant à la République d'Autriche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Charles, par un simple texte, il a mis fin à 700 ans d'histoire. Le premier Habsbourg à être monté sur le trône d'Autriche, c'était en 1218. L'éclatement de l'Empire d'Autriche-Hongrie laisse place à 3 États importants, qui vont jouer un rôle dans les années à venir. La Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. C'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais je vais quand même revenir dessus. Alors, on peut parler rapidement de la Pologne, l'Ukraine et la Roumanie, qui ont grignoté du territoire sur l'Empire des Habsbourg, mais concentrons-nous sur les 3 États qui sont nés de la mort de cet empire. Ce qui est intéressant avec ces pays, c'est qu'ils ont conservé tout ce qui allait pas dans l'empire des Habsbourg. Décidément, ils apprennent pas de leurs erreurs. La Yougoslavie, par exemple, c'est un état multiethnique dont les tensions ne se sont toujours pas apaisées. Les Croates détestent les Serbes, et les Serbes, je le rappelle, y contrôlent la Yougoslavie. Et dans les années à venir, des mouvements terroristes d'extrême droite vont apparaître pour foutre la merde. Ce sont les fameux Ustashi. Ils ont un nom marrant, je sais, mais faut les prendre au sérieux, car ils assassinent le roi de Yougoslavie et collaborent avec les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas pour tout de suite ce sujet. La Tchécoslovaquie a un peu moins ce problème. Cependant, elle souffre d'un très gros souci de développement. Les Tchèques sont industrialisés et les Slovaques sont très en retard là-dessus. Et dans ce cas-là, comment tu veux prendre des décisions puisque t'as un pays qui a des infrastructures développées et l'autre non. Les Hongrois, quant à eux, sont restés fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire orgueilleux et autoritaires. De tous les pays qui ont quitté l'Empire des Habsbourg, ce sont les seuls à avoir eu une guerre civile. Pas mal. Et une fois la paix apportée, moins de 2 ans après la proclamation d'une république, Miklós Horthy, un ancien amiral, prit le pouvoir. Et vu que la Hongrie n'avait plus de bateaux et pas d'accès à la mer, il voulut reconstituer son équipage avec le peuple hongrois. Il a imposé une dictature. Ça c'est pas mal d'ailleurs, Horthy a renommé le pays en Royaume de Hongrie, sauf qu'il n'y avait pas de roi, c'était un royaume sans couronne. C'est lui le dictateur régent en fait. D'ailleurs je dis 3, mais non, il y en a 4. L'Autriche. Et oui, c'est devenu une république indépendante, sans les Habsbourg. Et surtout qui ne cherche pas la merde avec les autres nations. Ah, ça c'était pas mon script, excusez-moi. Je retouche le truc. Voilà, alors je disais, c'est devenu une république indépendante sans les Habsbourg qui cherche à réunir toutes les populations germanophones, quitte à ce que les autres pays se fassent piquer des territoires. Alors pour expliquer, en 1919, quand l'Empire éclate, les différents peuples qui composaient l'Empire réclament un droit solennel, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sauf que les germanophones, ils ne vivent pas tous en Autriche. Il y en avait en Hongrie, dans la région du Burgenland, le Tyrol et surtout dans les Sudètes. Mais si, vous savez, les Sudètes qu'Hitler va annexer comme Poutine avec la Crimée. Voilà, ce territoire est rempli de germanophones. Mais me direz-vous, qui dirige le pays en attendant? Eh bien dans un premier temps, le tout dernier chef du gouvernement nommé par Charles s'appelle le ministre-président, un gars qui avait basiquement tous les pouvoirs. Comprenant qu'il n'avait aucun sens, le gouvernement va diviser ce poste en 2, le président fédéral autrichien et le chancelier autrichien. Et oui, l'Autriche, à ce moment-là, c'est une fédération. Mais bon, pour faire simple, on va dire que c'est une république. De toute façon, son nom complet, c'est République Österreich. Donc voilà. Pour l'anecdote, le tout premier président de la République, ce n'est pas Karl Renner, dont je parlerai tout à l'heure, mais Karl Seitz, un social-démocrate et président de l'Assemblée autrichienne, la Reichsrat. Renner, donc, le second président, est aussi un social-démocrate. Il a un plan bien en tête, et qu'il souhaite par-dessus tout, c'est que l'Allemagne annexe l'Autriche. C'est pas une blague. Dans la constitution de la République de Weimar, ce qui restait de l'Allemagne quoi, il était dit que l'Autriche pouvait s'unir à l'Allemagne, sans forcément de justification. Alors, pourquoi une telle proposition? Non pas parce qu'ils sont nazis, ça, je vous arrête de suite, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, les deux pays parlent la même langue. Et puis, l'union fait la force. Le plus important, c'est de s'unir face à l'adversité. L'Allemagne a les capacités industrielles et militaires pour s'en sortir. Alors à 2, ça devrait pas être compliqué. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit son nom, elle s'appelle la République d'Autriche allemande. Oui, c'est vraiment laid comme nom. Et il y a un gros hic avec cette république. C'est qu'elle refuse l'armistice. Alors, ça veut pas dire qu'elle souhaite continuer la guerre, ils sont pas fous quand même. En revanche, ils ne reconnaissent pas les traités alliés. Bon, tout ça c'est bien, mais est-ce que le peuple, il était d'accord avec ça? Eh bien, pas tout à fait. En fait, les Tyroliennes, non je rigole, les Tyroliens, se sentaient bien plus proches de l'Allemagne que de l'Autriche. 90% de la population souhaitait, par exemple, un rapprochement avec la République de Weimar. Aussi, le territoire de Vorarlberg, proche de Liechtenstein,
souhaitait s'unir avec la Suisse. De plus, il y a un gros problème avec les frontières de la Nouvelle-Autriche, c'est qu'il y a des enclaves. En gros, ce sont des territoires coupés du reste de la nation, comme Kaliningrad en Russie, vous voyez ce que je veux dire. Bon courage pour en assurer la sécurité. Comment tu veux envoyer des soldats si jamais, bon, à tout hasard, la population tchèque qui est autour veut récupérer le territoire? Qu'est-ce que tu vas faire? Envoyer une fusée? Mais malgré tout, les Autrichiens disent « Merde, les Yougoslaves, les Hongrois et les Tchèques, ils se sont bien unis, alors pourquoi pas les germanophones? Hein ?» Parce que les Alliés le refusent. Et oui, même si la République d'Autriche allemande est proclamée, l'Angleterre et la France voient d'un très mauvais œil une union de ces deux peuples germaniques. Je veux dire, imaginez qu'ils les laissent faire. On aurait eu une république germanophone, qui se serait remise bien plus rapidement de la Première Guerre mondiale grâce à ses infrastructures, et qui pourrait constituer une menace pour l'équilibre européen. Surtout que s'ils laissent l'Allemagne et l'Autriche tranquilles, dans un futur proche, ils pourraient s'unir. Et s'ils le font, ils ressembleront à ça sur la carte de l'Europe. Et c'est même plus une menace à ce stade, c'est carrément l'antéchrist. Pour les Alliés, l'Autriche est une nation vaincue, et elle doit écouter les vainqueurs. Point à la ligne. Un traité fut donc rédigé par les Alliés pour imposer leur vision de la nouvelle Europe. Alors non, ce n'est pas le traité de Versailles, c'est le traité de Saint-Germain-la-Haye, le 10 septembre 1919. Un autre traité verra le jour spécialement pour les Hongrois, le traité de Trianon, histoire de bien faire comprendre à ces connards que ce ne sont pas les maîtres de leur destin. Le traité de Saint-Germain prévoit ainsi beaucoup de choses contre l'Autriche. Inutile de vous dire que le président Karl Renner ne fut même pas convoqué pour y assister. Le traité prévoit en premier une division territoriale forcée. Le Tyrol, ça revient à l'Italie, les Sudètes à la Tchécoslovaquie et le Burgenland à la Hongrie. Merde, ça casse un peu les couilles. Interdiction de s'unir à l'Allemagne, bien évidemment. Le pays doit changer de nom en République d'Autriche. Toute discrimination envers les minorités sont interdites, la conscription aussi, donc plus de mobilisation générale et la peine de mort est abolie. On peut dire un truc positif tout de même, c'est que les Alliés n'imposent pas de montant pour les indemnités de guerre. En fait, ils n'en demandent même pas. Alors c'est pas du tout une bonne nouvelle en réalité, parce que ça veut dire que la situation économique de l'Autriche était tellement catastrophique, au lendemain de la guerre, que de demander à payer des réparations, c'était juste impossible, ils auraient été incapables de le faire. De plus, la révolution bolchevique en Russie fait craindre que l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne deviennent des nations communistes. Bon, heureusement, la guerre civile hongroise s'achève par la défaite du Parti communiste, les révoltes sont matées dans le sang en Allemagne, et en Autriche, eh ben les cocos ont du mal à s'organiser, ne parvenant pas à désigner un leader pour les élections. C'est un peu ballot. Et surtout, ils ont pas d'ennemis communs. Bah oui, comment tu veux unir tous les prolétaires si tu n'as pas d'adversaire? La monarchie, elle vient d'être abolie. Le capitalisme, le pays est déjà dans l'anarchie. Alors les Juifs, non, on va pas se lancer, trop tôt. Le communisme ne s'implémentant pas en Autriche, l'État et les Alliés doivent régler un autre problème. Le pays est ruiné. Pendant une grande majorité du conflit, les impôts et les exportations de l'Empire étaient insuffisants pour permettre de financer l'armée. Et de toute façon, les Alliés avaient imposé un blocus, comme je l'ai dit, dont les exportations, c'est niette. Du coup, pour financer, ils n'ont pas eu d'autre choix que de demander des emprunts, pendant 3 ans, estimés à 53 milliards de dollars. Juste pour financer le conflit. Donc quand la guerre s'achève, que l'Empire prend fin et que les investisseurs demandent un retour, le pays est tout simplement ruiné. La banque austro-hongroise entre en liquidation judiciaire. Oui, comme une entreprise, c'est terrifiant. On n'efface pas des dettes de guerre en claquant des doigts parce que le pays a changé de nom. Ça, la Russie des années 90 l'a bien compris. Hyperinflation, chômage, mais surtout famine. Vienne ne peut tout simplement plus s'alimenter, à tel point que dans de nombreux quartiers de la ville, c'est la Croix-Rouge qui nourrit les habitants. Oui, elle existait déjà à l'époque, si vous vous demandez. Même le rationnement qui continue alors que la guerre est finie ne suffit plus. Les gens meurent de faim dans les rues. Vienne tombe tout simplement dans l'anarchie. Le nouveau problème économique de l'Autriche, c'est que la population est estimée à 6 millions d'habitants et que Vienne en compte 2 millions. Voilà, t'as 2 habitants sur 6 qui vivent dans une seule et même ville, et dans ce cas-là, la décentralisation, c'est-à-dire déplacer des entreprises et des usines pour travailler partout dans le pays, elle est impossible dans ce cas-là. Et pour en rajouter une couche, même si j'en ai déjà parlé, l'agriculture est très mal développée. En soi, il n'y a rien d'étonnant à ces situations au final. En 1920, l'Autriche appelle à l'aide aux puissances étrangères. À ce moment, les vainqueurs de la Grande Guerre constatent avec effroi l'ampleur du désastre. Un projet est alors rapidement mis en place pour tenter de sauver la situation, mais il tombe vite à l'eau. En avril 1922, l'Autriche, toujours dans la merde, en vient à appeler la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Il faut rapidement résoudre la situation parce qu'ils n'ont plus le choix, sinon l'Autriche va tout simplement cesser d'exister, et tout le monde va crever de faim.
Alors les Anglais, les Français, les Italiens et les Tchécoslovaques en viennent à établir un plan pour sauver le pays. C'est mon meilleur jeu de mots, celui-là, je le retiens. Bref, leur plan, c'est de donner de l'argent. Mais non mais c'est tout con en fait, fallait juste y penser. Ainsi, ces nations vont donner pas moins de 650 millions de couronnes, la monnaie autrichienne, pour contrer l'inflation. Et aussi pour rembourser leurs dettes. Oui, parce que la couronne autrichienne, elle valait 1/15 de sa valeur d'origine. C'est l'horreur, vraiment. De son côté, l'Autriche doit économiser un maximum, resserrer les boulons, et heureusement, elle a trouvé une technique qui, sur le moyen terme, ne marche pas très bien, mais sur le long terme est très efficace, licencier des fonctionnaires. Oui, c'est tout con aussi, mais ils ont licencié 25 000 fonctionnaires pour faire serrer les boulons. Bon, c'est bien, mais est-ce que tout ça, ça va marcher? Est-ce que la Société des Nations va réussir à sauver l'Autriche? Ou bien est-ce qu'elle s'est plantée? Eh bien, je vous rassure, d'avril 1922 à décembre 1923, le pays parvient à se redresser. Les investissements étrangers, à la fois par charité et aussi car attirés par le potentiel économique du pays, arrivent en Autriche. Une autre idée qui vient sauver la situation, c'est de changer de monnaie. Exit la couronne austro-hongroise et dites bonjour au shilling autrichien. Oui, le nom est bidon, ça me fait penser à un personnage dans Harry Potter. Ça y est, l'Autriche s'est sortie de la merde, le chômage diminue et le peuple peut enfin manger à sa faim. À Vienne, on a le sentiment que le pire est derrière nous et que les jours heureux... D'accord, ça n'a même pas duré 5 ans, je suis désolé de vous spoiler. Alors, la politique en Autriche, c'est comme Clara Morgan, il y en a toujours deux qui s'occupent... C'est quoi cette punchline? Qui c'est qui me l'a écrite? Bref, la politique dans la Nouvelle-Autriche, c'est plutôt simple. La Première République est une démocratie directe. Il y a 2 élections importantes. Comme chez nous, c'est les législatives et les présidentielles. Comme chez nous, il y a une Assemblée nationale et un Sénat, dont les sénateurs sont élus par un suffrage universel indirect. 2 partis dominent le game, le Parti social-démocrate, le SPO, et le Parti social-chrétien, le SCP. Non, le CSP, pardon. Oui, les 2 partis se disent sociaux. Le SPO est un parti de gauche se voulant représenter les travailleurs de toute l'Autriche. Il se considère comme une alternative au communisme, bref, c'est le Parti socialiste. Le CSP, quant à lui, est un parti chrétien soutenu par l'Église catholique, autrichienne je précise. Quand on s'attarde sur son nom, le Parti social-chrétien, on peut se dire aux premiers abords « Ah, c'est un parti social, donc de gauche !» Oui, bien sûr, et la République démocratique du Congo, c'est une république démocratique. Alors je sais qu'en France, mettre le mot chrétien dans son parti, ça signifie obligatoirement que c'est un mouvement de droite, pourtant il existe des mouvements chrétiens de gauche, et l'un des plus importants, c'est le catholicisme social. Apparu pendant la Révolution industrielle, ce mouvement a essayé de combiner les revendications sociales des travailleurs de l'époque et les valeurs religieuses du christianisme, à l'époque où la religion prenait une place très importante dans la société. Et vu qu'en Autriche, la sauce marxiste et ainsi que l'athéisme n'a pas suivi, eh bien le catholicisme a toujours une grande influence dans le pays. D'ailleurs attention, ne confondez pas catholicisme social et christianisme social. Le premier c'est un mouvement catholique, le second un mouvement protestant. Mais donc le CSP, est-ce que c'est du catholicisme social? Bien sûr que non, c'est un parti conservateur de droite, antilibéral, très proche de l'église catholique autrichienne, et surtout, ça c'est très important, un parti opposé à l'union avec l'Allemagne. Alors pourquoi s'opposer à un tel choix, alors que je viens de vous dire que c'était peut-être la meilleure chance de survie pour le pays? Eh bien tout simplement car, déjà l'Autriche elle s'en est sortie par elle-même, bon avec l'aide de la Société des Nations, mais vous avez compris, mais surtout parce que le parti souhaite conserver l'identité culturelle autrichienne. Après tout, dans les années 20, ce sont bien 2 pays différents, avec une religion différente. Alors certes, la Bavière est à majorité catholique, mais le reste de l'Allemagne, c'est protestant. Cela dit, on cherche pas la guerre entre chrétiens, faut pas exagérer, ils sont juste pas comme nous. En fait, le CSP adopte une posture qui est de dire, si on s'était unis à l'Allemagne pour s'en sortir, on aurait été encore dans la merde. Rappelez-vous, il y a même pas 6 ans, pendant la Première Guerre mondiale, l'Autriche a suivi l'Allemagne. Jusqu'où ça nous a mené? Eh ben voilà. Hormis la toute première élection qui fut remportée par le SPO, le parti de gauche, presque toutes les élections suivantes seront remportées par le parti chrétien. Alors comment le CSP a-t-il pu niquer le game? Eh bien c'est pas si difficile que ça de comprendre. Par contre pour abréger, je vais dire les droitardés pour parler du parti de droite, et les gauchias pour parler du parti chrétien. Voilà, ou gauchistes, on verra. Donc ceux qui votent gauchistes en Autriche, ce sont les ouvriers et les travailleurs. Sauf que l'Autriche, comme je l'ai dit, c'est un pays très décentralisé. Et c'est bien normal car toute l'activité économique de l'Autriche a été pensée pour l'Empire d'Autriche-Hongrie. Mais vu que l'Empire, il n'existe plus, les ouvriers, il y en a toujours, mais ils sont concentrés à Vienne. Un truc tout bête, en Transylvanie, donc en Roumanie, se trouvait la principale usine d'automobiles et d'avions de tout l'Empire. Elle appartient à la Roumanie. Voilà, donc tous les ouvriers qui pouvaient potentiellement voter à gauche sont dans un autre pays désormais. Regardez cette carte par exemple. Les régions où les gauchistes ont gagné, ce sont les régions industrialisées, et il n'y en a pas des masses. Et comme je viens de le dire, Vienne a bien voté à gauche. Et donc tout le reste de la population,
faut peut-être pas exagérer, mais la grande majorité vote droitard. Tout simplement car ils représentent leur culture, les valeurs de l'Autriche, et aussi être soutenu par l'Église, ça aide aussi. Non mais le chancelier autrichien de 1926 à 1929, c'est littéralement un prêtre catholique. Mais petit à petit, les gauchistes vont rattraper leur retard. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul parti au pouvoir depuis 6 ans, le CSP pour ne pas le citer, c'est très facile de les nommer responsables de toutes les merdes qui arrivent dans le pays. Suffit qu'une loi, une augmentation des impôts ou que sais-je encore passe mal, et hop, c'est la faute aux droitards. Plus les élections s'enchaînent et plus les voix acquises aux droitards se détournent du CSP. Merde, alors comment faire? Les taux se resserrent. De 1923 à 1927, les gauchistes passent de 35% de voix à 42% des voix. Mais au même moment, vers 1927, le pays va plonger la tête la première dans un chaos général. La vie politique est tout simplement invivable. La gauche comme la droite, de peur que l'un d'entre eux fasse un coup d'État, organisent des milices privées pour se protéger avec des guillemets. Dans les faits, ils vont surtout tabasser des militants des deux partis différents. La milice droitarde s'appelle la Heimwehr et les gauchistes s'appelaient la Republikanischer Schutzbund, la Ligue de protection républicaine. Les manifestations et les révoltes de l'opposition sont constantes. Les affrontements dans les rues entre manifestants de gauche et de droite se multiplient, causant de plus en plus de blessés, puis des morts. Dans ce marasme, une affaire va tout changer. En juillet 1927, dans la petite ville de Schattendorf, 3 militants de droite sont accusés du meurtre d'un Croate d'une quarantaine d'années et d'un enfant de 8 ans lors d'une manifestation. Au terme d'un procès, les 3 militants, dont on découvre d'ailleurs qu'ils faisaient partie de la milice de droite dont je parlais, sont innocentés, ce qui met en colère la gauche autrichienne. Le lendemain, le 15 juillet, au terme d'une violente manifestation, des membres de la milice gauchiste vont tout simplement prendre d'assaut le palais de justice et l'incendier. Oui, rien que ça. Là, c'est du sérieux. Les gauchistes attaquent une institution de l'État. Alors, le chef de la police demande au maire de Vienne d'intervenir et surtout d'amener la gendarmerie, ce qui implique potentiellement de tirer sur la manifestation. Sauf que le maire de Vienne, c'est Karl Seitz. Vous savez, celui dont je parlais au tout début, le tout premier président. Et lui, il est gauchiste. Et quand il voit que le chef de la police, c'est un droitard, il lui dit d'aller se faire enculer. Bon, après, pour la défense de la police, dans cette situation, il n'y avait vraiment aucune autre façon de calmer la chose. Les manifestants veulent flinguer le système, et ils le montrent clairement. Le chef de la police se retrouve face à un mur, puis il demande à la police, qui est armée, de tirer sur les manifestants. Après un long et intense combat, 120 policiers et 547 civils sont blessés, et surtout 89 manifestants ont été tués par balle. Alors certes, la manifestation s'arrête là, mais c'est à partir de ce moment que l'Autriche va commencer à compter ses morts. Cet événement sera retenu plus tard comme étant la Révolution de Juillet, et aura des conséquences désastreuses sur l'État. En 1929, la bourse américaine s'effondre. C'est le début de la Grande Dépression, un événement qui va sceller le destin des vaincus de la Première Guerre mondiale. C'est l'un des éléments qui mènera à la montée du nazisme en Allemagne, à l'élection du Front populaire en France, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, précipite la chute de l'Autriche. En réalité, les élections législatives de 1930 ont un double jeu. Déjà désigner qui est l'élu du peuple, entre les gauchistes et les droitards, et surtout, de savoir qui des deux va sauver le pays. L'inflation est de nouveau en hausse en Autriche. Le chômage explose, et surtout le prix des loyers va imploser partout dans le pays. Et c'est sur ce point que la gauche va appuyer là où ça fait mal, en visant directement les droitards comme coupables. De plus, ces derniers ont commis une erreur politique irréparable. En 1927, aux précédentes élections, les droitards s'allient avec un parti politique qui commence à monter à l'époque, le Parti populaire. Ah, serait-ce un parti de gauche ? Non, bien évidemment que non, c'est un parti d'extrême droite nationaliste et anti-marxiste. Une rumeur prétend même qu'il serait proche d'un mouvement d'extrême droite allemand, le Volkisch, lui-même proche d'un parti politique allemand, le national-socialiste des travailleurs allemands. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Allions-nous à eux et puis, bon, tant pis s'il y a des différends, on réglera ça plus tard. En 1927, grâce à l'alliance avec le Parti populaire, les droitards remontent la barre et gagnent face aux gauchistes. Bon, le plus dur est passé. Alors, les nouveaux copains, c'est quoi leur projet? S'unir avec l'Allemagne? Mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais attends, comment il s'appelle le parti? Le Parti populaire allemand. Ah oui, c'est... merde, bon, dégagez-moi ça, on n'en veut pas de cette merde, c'est quoi ces saloperies là, non mais oh. Vous croyez que j'exagère? C'est pas une blague. La discussion devient impossible avec cette coalition de droite. En 1930, 3 ans à peine après les dernières élections de 1927, le chancelier de l'époque, exaspéré par la situation, démissionne
et donc le gouvernement se reforme, sans le Parti populaire allemand. Cependant, la gauche et le Parti populaire sont outrés par cette décision et réclament une élection sur le champ. Après tout, c'est le choix du peuple. Donc, sous la pression des gauchistes et des nationalistes, les droitards n'ont d'autre choix que d'organiser une nouvelle élection. Désormais, les droitards sont tout seuls et la gauche n'a fait que croître. Sans surprise, en novembre 1930, les Autrichiens votent. Et ils votent massivement pour les législatives. Ils sont près de 90% des inscrits à se rendre dans les urnes. Et bien sûr, la gauche arrive en tête, avec 72 sièges contre 66 pour les droitards. Yes! Yeah! Bon d'accord, il y a une majorité relative, mais c'est pas grave, on s'en fout, ils se sont enfin sortis de la merde. Plus besoin de s'inquiéter. Ainsi, le président de l'Autriche, Wilhelm Miklas, nomme un membre du SPO en guise de chancelier. Le parti de gauche bloque les prix des loyers, réduit l'inflation, combat le chômage et sauve l'Autriche de la merde. Ah, c'est beau de rêver, hein. Alors en effet, les élections ont bel et bien été remportées par le SPO, mais Wilhelm Miklas, le président de l'Autriche, membre du SCP, refuse de nommer un gauchiste au pouvoir. En fait, il cherche désespérément un successeur pour sauver son pays. Ah d'ailleurs, vous vous souvenez du Parti populaire allemand ? La majorité des militants viennent de le quitter, il n'a plus beaucoup d'influence. Parce qu'ils viennent de créer un tout nouveau parti, le Parti national-socialiste des travailleurs autrichiens, qu'on appelle aussi le mouvement hitlérien. Ça pue la merde. Quelle idée de s'allier avec eux, je vous jure. Miklas cherche donc un successeur. Dans un premier temps, il change son chancelier et nomme un nouveau, Karl Vogüin, qui ne va même pas durer 3 semaines. Merde. Vite, il en faut un autre. Otto Ender. Zut, au bout d'un an, il va se barrer. Allez, au suivant, Karl Burech. Putain, 11 mois après, il dégage. Bon, ça suffit les conneries. Wilhelm, on n'a pas le choix. Il nous faut absolument un chancelier. Il faut qu'il représente les valeurs de notre parti, et il faut qu'il soit capable de sauver l'Autriche. Sinon, c'est les gauchistes qui vont gagner. Le drapeau rouge dans Vienne, les chars russes dans les Champs-Élysées. C'est ça que tu veux? Alors c'est bon, t'as trouvé? Comment? Ah, c'est l'homme qu'il nous faut. Très bien. Bon. Et il s'appelle comment? Engelbert Dollfuss. Dis-moi en plus. Alors, Engelbert Dollfuss, c'est un homme politique qui, contrairement à Hitler ou Vladimir Poutine, pour ne citer que, ne sort pas de nulle part. Fervent catholique, ayant réussi de brillantes études de droit, il débute sa carrière politique dans les années 20 au CSP, en tant que défenseur des agriculteurs autrichiens. Président d'une coopération agricole, il épouse également une paysanne. Il fut même brièvement ministre de l'Agriculture avant d'être nommé chancelier. Bref, ce type a un cursus honorum parfait. Bon, certes, il est très conservateur sur les bords et un peu autoritaire, mais pas plus qu'un autre au CSP. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est Wilhelm Miklas, le président de l'Autriche, qui le choisit comme chancelier. Et son but est évident, sauver l'économie avant que les gauchistes n'insistent pour demander les nouvelles élections. Mais avant même de faire quoi que ce soit, il doit résoudre le principal problème de l'Autriche selon lui, c'est que le gouvernement se tire dans les pattes. Les ministres s'enchaînent les uns après les autres, et les rares qui tiennent 1 ou 2 ans ne prennent que des décisions impopulaires. Et pour parvenir à ce résultat, il n'a pas le choix, il doit faire une coalition. Avec les gauchistes? Jamais. Le parti nazi? Non, jamais. Non mais attends, les mecs, leur slogan c'est « Vive les travailleurs allemands ». Tu vois pas le problème? On est en Autriche, bordel de merde. C'est une association, c'est un club, c'est un gang, mais c'est pas un parti politique. Bon, et bien Dollfuss, il a un plan. S'allier avec le parti Heimat. Qu'est-ce que c'est, vous me direz? C'est un parti nationaliste autrichien. Tout ce qu'il y a de plus classique, en apparence. Car en réalité, le parti n'existe pas. Vous vous souvenez de la milice privée créée par les droitards, la Heimwehr? Eh bien, ce sont eux qui dirigent le parti en réalité. Donc, en s'alliant avec la Heimwehr, Dollfuss s'assure le soutien d'une milice fasciste. Si jamais on vient lui casser les couilles, bien entendu. Ah, vous trouvez que le terme fasciste est un peu violent? Ah, mais ce serait oublier quelques détails. Premièrement, le parti avait le soutien affiché de Benito Mussolini, qui l'est considéré comme un allié légitime en Autriche. De plus, la Heimwehr avait tenté un coup d'État contre la République d'Autriche, le putsch de Pfrimmer, le 12 septembre 1931, dans le but d'instaurer un gouvernement fasciste à la tête de l'Autriche, après une marche de plusieurs paramilitaires dans le pays. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Cependant, le projet échoua lamentablement, car, ils avaient pas du tout anticipé le rapport de force, la police était bien plus nombreuse et mieux armée, ainsi les fascistes de la Heimwehr ont tout simplement rendu leurs armes sans violence. Un échec assez ridicule quand on le compare à la Révolution de Juillet. De plus, dans les années 30, la Heimwehr organise une assemblée générale dans la ville de Kronenburg. Non, je rigole, Kornenburg. Et durant cette réunion, le chef de l'organisation, Richard Steidl, déclare ceci. Nous voulons renouveler l'Autriche de fond en comble. Nous voulons la sécurité intérieure du peuple. Nous exigeons de chaque camarade une foi inébranlable dans la patrie, un zèle infatigable pour la coopération et un amour passionné
pour l'État. Nous voulons prendre le pouvoir dans l'État et réorganiser l'État et l'économie pour le bénéfice du peuple tout entier. Nous rejetons le parlementarisme démocratique occidental et l'État parti. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais ce discours, il est accueilli avec beaucoup de scepticisme par toute l'Autriche en fait. Même les droitards, qui sont leurs patrons en quelque sorte, désapprouvent ce que raconte Richard Steidl. Et en même temps, le mec parle ouvertement de défoncer la démocratie et de museler l'opposition. Mais ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Vous l'aurez compris, lorsque Dollfuss s'allie avec eux, il sait parfaitement qui ils sont, et il a une idée derrière la tête. Mais hop, pas tout de suite. On est en 1932. Il faut s'occuper de l'économie. Si on n'y arrive pas, on va se faire casser la gueule. Sur ce point, il n'a pas beaucoup de choix. Il fait appel à la Société des Nations et demande un prêt de 300 millions de dollars pour dévaluer le shilling. De plus, pour une fois, il pourrait compter sur l'aide des gauchistes. Après tout, il n'y a rien de mal à demander de l'aide extérieure. Sauf que non. Les gauchistes refusent tout compromis et toute alliance. L'Assemblée nationale autrichienne accepte cette aide. Après tout, ça peut peut-être nous aider. Sauf que le Sénat autrichien, majoritairement dans l'opposition, refuse. S'ensuit une bataille politique très tendue qui fut remportée par seulement 2 voix par l'Assemblée nationale. Tout ça pour rien, car lorsque l'aide arrive, l'inflation et les dettes étaient tellement fortes que sur les 300 millions demandés, il n'en restait que 70 millions pour relancer l'économie. Ouais bon, au moins ils ont limité la casse. Dollfuss ressort très frustré de cette expérience. En fait, il prend réellement conscience de l'instabilité politique qui règne dans le pays. Le Parlement est incapable de prendre une décision aussi simple que de demander de l'argent à d'autres pays. Mais c'est quoi ce bordel? Alors Dollfuss va se chier dessus. Oui, il est tellement terrifié par la situation qu'il présente sa démission au président Miklas. Après tout, il a une femme et des enfants. Il craint pour sa vie. Et puis bon, peut-être que c'était pas fait pour lui, que c'était juste un bon ministre, mais c'est tout. Peut-être que le destin du... Et là, Miklas le regarde droit dans les yeux et lui dit: Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le vrai monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et forte que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. J'ai compris, Miklas Sensei. Maintenant, sucez-moi la bite. Quoi? Oh, ça va si on peut plus rigoler. Oui bon, j'ai peut-être un petit peu romancé, légèrement. Mais j'en étais pas loin, car quand il ressort de l'entretien, Dollfuss porte ses couilles et il est déterminé à faire changer les choses. Une illumination lui traverse l'esprit. Alors attention, sortez pas cette phrase de son contexte, je vous vois venir. La démocratie. C'est ça le problème en Autriche. C'est la démocratie corrompue qui a foutu la merde dans le pays. C'est parce qu'il y a le parlementarisme que l'État est devenu lent et se momifie. Sans la démocratie, jamais les nazis ne seraient arrivés au Parlement autrichien. C'est donc elle, l'ennemi à abattre. Ça et les communistes, bien sûr. Pour sauver l'Autriche, il faut détruire sa démocratie. Pendant ce temps-là, le Heitmat se frotte les mains. Pas de souci, selon Dollfuss, la vengeance est un plat qui se mange brûlant. Quelque temps plus tard, le président et le vice-président du Parlement démissionnent. C'est à ce moment précis qu'il réalise qu'il faut réagir. Il déclare ainsi « Le Parlement s'est auto-sabordé », comme si, à force de querelles internes, il avait fini par mourir de l'intérieur. Le 7 mars 1933, dans un discours au peuple autrichien, il annonce l'interdiction des manifestations, la fin de la liberté de la presse et le début de la censure. Pour se justifier, Dollfuss explique que tout cela n'est que temporaire. D'ici peu, il pourra rétablir les libertés individuelles, mais pas avant de sortir le pays de la merde. Tu parles. Lorsque les gauchistes entendent ça, ils tentent de se mobiliser contre Dollfuss, organisant quelques jours plus tard, le 15 mars, une réunion à l'Assemblée nationale. Et pendant les délibérations, la police arrive, pointe leurs armes sur les députés et leur demande gentiment de rentrer chez eux sans dire un mot. Alors que les députés tremblent dans leurs bancs, ils se lèvent lentement et quittent l'Assemblée. Et c'est ainsi que meurt la démocratie, sans un tonnerre d'applaudissements. Voilà, en même pas une semaine, Dollfuss a mis fin à la démocratie autrichienne. Bon, bah c'était plutôt facile en fait. Il n'y a pas eu d'effusion de sang et tout le monde est rentré chez soi. Cool. Ah non, c'est le début des emmerdes. Oh. Dollfuss a virtuellement tous les pouvoirs dans son pays. Alors certes, il y a toujours Miklas qui est président, mais son rôle est anecdotique. Pour autant, l'opposition n'est pas muselée, elle est juste assoupie. Cela sert d'abord à consolider le pouvoir et surtout à empêcher qu'une guerre civile éclate. Et sur ce point, Dollfuss va échouer. Mais ne grillons pas les étapes. Revenons sur l'établissement de sa dictature. Il décide de faire fusionner le parti de droite avec le Heitmat et il crée ainsi le Vaterlandische Front, le Front patriotique. On va appeler la VF, parce que c'est plus rigolo. Appuyé par la puissante Heimwehr, Dollfuss fait interdire toute autre
autres milices d'État et impose la VF comme parti unique. Ça y est, l'Autriche est devenue un État fasciste, avec pour leader Engelbert Dollfuss. Inspiré par Mussolini, bien entendu, il n'en demeure pas moins que la VF a ses propres caractéristiques. Déjà, le christianisme a une place très importante au sein de l'appareil autrichien, et particulièrement le catholicisme. Bien que le Vatican n'ait pas approuvé officiellement leur gouvernement, les évêques autrichiens ont salué le coup d'état de Dollfuss. Et puis, regardez leur logo, tout simplement. C'est une croix largement représentée dans le christianisme. C'était celle du royaume de Jérusalem, pour vous donner une idée. Ainsi, tous les membres du gouvernement, mais aussi les membres du parti, les représentants des institutions, sont chrétiens, et les autres religions sont mises au banc. On peut d'ailleurs parler, dans le cadre de l'Autriche, de fascisme clérical, car tous les membres du clergé jouaient un rôle dans la propagande du parti. Bon, sur le point des discriminations, c'est pas si grave, parce que l'Autriche, 99% de sa population, c'est des catholiques. Ça pose un petit problème à Vienne, par contre, la ville étant très cosmopolite. L'éducation subit une violente régression, en particulier pour les femmes. Ces dernières sont découragées à faire des études supérieures, et on les oriente plutôt vers des cursus courts, pour qu'elles deviennent des femmes au foyer. L'économie a du mal à se stabiliser. En fait, Dollfuss a une idée plutôt originale, c'est de supprimer le libre-échange, donc d'enterrer le capitalisme, et de rétablir les guildes. Alors si vous savez pas ce que c'est, ce sont des sociétés d'artisans avec un domaine de prédilection, la pêche, le charpentier, les tisserands, etc. etc. Et ces mecs-là géraient tout ce qui entourait ces activités sans partage. Et ce système a existé au Moyen-Âge, puis il a été aboli parce qu'il servait plus à rien dans le monde moderne. Et Dollfuss, il l'a rétabli. En fait, l'Autriche, à cette époque, c'est un état fasciste chrétien qui a fait un bond en arrière de plus de 1000 ans. C'est à la fois terrifiant et fascinant. Cela dit, pour revenir sur les discriminations, le parti n'organise pas non plus de grands massacres envers des minorités, comme ce fut le cas pour les nazis par exemple. Pour parler des juifs, l'attitude du régime de Dollfuss est assez étrange vis-à-vis du peuple d'Abraham. Il ne va par exemple proposer aucune loi contre eux. En revanche, il ne réagissait jamais quand les juifs se faisaient agresser par les nazis autrichiens. Néanmoins, notons un point positif, l'Autriche accueille les réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne nazie. L'ennemi de mon ennemi est un ami. Concernant l'économie, le parti déclare ouvertement que la lutte des classes est abolie. Ce qui implique, bon déjà que le parti communiste est interdit, ça c'est logique, mais surtout que tous les syndicats et associations culturelles sont fusionnés en une seule et même entité, contrôlée par le parti unique. Bien sûr, on a un culte de la personnalité, un seul journal autorisé, la loi martiale fait son retour, les camps de concentration sont ouverts pour faire travailler les ennemis de l'État, etc. etc. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est le fascisme, ça devrait aller. Chose drôle d'ailleurs, l'Autriche se déclare être une démocratie. Ah si, parce que, je cite, « L'Autriche est une république démocratique, la loi émane du peuple », qu'on peut traduire par « Bien sûr qu'on est une démocratie, puisque tout le monde est d'accord avec nous ». Ah là là, j'adore, on dirait un discours de la France insoumise. Donc je disais une démocratie, certes, mais sous le contrôle de Dieu. C'est de lui qu'émanent les lois. Badass! Juste avant de continuer, vous avez noté que je ne mentionne pas une seule fois, depuis le début de la vidéo, un terme tout simple, austrofascisme, qui désignerait cette période de l'histoire autrichienne, ainsi que son idéologie. Parce que c'est un peu plus compliqué. En fait, austrofascisme, c'est un terme qui est apparu bien plus tard pour parler de cette période, justement. Alors certes, il correspond plutôt bien à la réalité, mais c'est un terme anachronique. C'est un peu comme Empire byzantin, si vous voulez. Jamais l'Empire byzantin ne s'appelait l'Empire byzantin, il s'appelait l'Empire romain. Encore une fois, j'ai une chaîne sur les byzantins, si ça vous intéresse. Donc voilà, le vrai nom de la politique menée par Dollfuss, ce n'est pas austrofascisme, c'est Standesstaat, l'État corporatif, justifiant son nom par le caractère autoritaire de son gouvernement et aussi parce qu'il dirige avec des guildes. Mais il y a une différence particulièrement notoire entre la VF et les autres partis fascistes. Une, très importante, c'est leur opposition violente et résolue envers le nazisme. En 1933, à peu près en même moment, les nazis et Dollfuss s'emparent du pouvoir dans leurs pays respectifs. On pourrait penser que les deux, ayant une idéologie similaire, vont s'entendre et devenir les meilleurs amis du monde. C'est tout le contraire. Déjà car, comme je l'ai dit, le Vaterlandische Front, c'est la fusion entre le parti chrétien et la milice privée Heimwehr, deux courants nationalistes autrichiens, devenus fascistes certes, mais ce ne sont pas pour autant des nazis. De plus, le parti nazi autrichien, il est toujours là, commence à prendre de l'ampleur dans le pays. En effet, l'idée de s'unir avec l'Allemagne pour retrouver la prospérité, si elle s'était estompée dans les années 20, revient après la Grande Dépression. Mais plutôt que de venir de gauche, cette idée réapparaîtra dans l'autre spectre politique. Tout simplement car la gauche est favorable pour une union avec l'Allemagne, mais pas avec les nazis, faut pas exagérer. Il y a beau avoir écrit socialiste dans national-socialiste, en Autriche on se peut avoir. Donc voilà, c'est comme ça que l'Anschluss, annexion de l'Autriche par l'Allemagne, est passé d'une théorie de gauche à une théorie de droite.
voire plus exactement extrême droite. Car non, Dollfuss ne veut pas de cette union. Déjà car c'est un dictateur, il veut pas se partager le pouvoir, mais surtout car sa politique est basée sur le nationalisme autrichien et le catholicisme, deux choses que les nazis exècrent. Dans un premier temps, la VF va tenter de négocier avec les nazis. Après tout, on peut peut-être trouver une bonne porte de sortie en discutant autour d'une bonne binouse, mais les débats ne mènent nulle part. Les nazis n'en démordent pas, ils veulent l'union avec l'Allemagne, point barre. Et surtout, la soumission à Hitler. Dollfuss, conscient du fait que de plus en plus de monde se ligue contre lui, va prendre une décision radicale. Interdire le parti nazi autrichien le jour même de l'interdiction du parti communiste autrichien, pour bien appuyer sur le fait que c'est la même merde et surtout que le nazisme et le communisme sont les ennemis de la Nouvelle-Autriche, bien plus que les démocrates. C'est à partir de là que le parti nazi et le Vaterlandische Front vont entrer en guerre ouverte. Des attaques terroristes se multiplient dans le pays. Les nazis font exploser et mitraillent de nombreux commerçants juifs, mais s'en prennent également au parti unique. Le 3 octobre 1933, un nazi tire sur Dollfuss lors d'un discours. Par chance, il s'en sort avec de légères blessures, mais il sait désormais que la prochaine fois, les nazis viseront le cœur. L'année 1934 débute par une nouvelle encore plus catastrophique. Les gauchistes, qui n'ont toujours pas été interdits, organisent une nouvelle réunion sous la protection de leur milice privée. La Heimwehr souhaite l'élimination pure et simple de cette organisation politique. Sauf que Dollfuss, ainsi que le président Miklas, pensent que c'est une très mauvaise idée, parce que les gauchistes sont toujours très puissants en Autriche, et qu'ils craignent une seule chose, c'est que les nazis et les sociodémocrates s'unissent et déclenchent une guerre civile. Si ça venait à arriver, ce serait la fin du Vaterlandische Front. Ainsi, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre, mais surtout de ne pas attaquer. Dans le meilleur des cas, les nazis et les gauchistes vont se calmer. Dans le pire des cas, ils vont attaquer, mais séparément. De cette manière, le régime aura une chance de s'en sortir. Je sais pas si vous vous rendez compte, en février 1934, ça fait même pas 2 ans que le régime existe, et il est déjà menacé de mort. Fort heureusement, Dollfuss peut compter sur son soutien international numéro 1, Benito Mussolini. Et oui, l'Italie fasciste de Mussolini n'a pas toujours été conciliante avec les nazis. En effet, il pense que les nazis, bien que fascistes aussi, sont un ramassis de trous du cul qui ne pensent qu'à dominer le monde au détriment de leur nation. Allez, je vous montre un extrait d'une de mes anciennes vidéos où je cite Mussolini. Hitler est un affreux dégénéré sexuel. Le nazisme représente la barbarie sauvage, et ce serait la fin de notre civilisation européenne si ce pays d'assassins et de pédés devait submerger le continent. Et franchement, comment lui donner tort ? Bon, bien sûr, toute proportion gardée, Mussolini c'est un fasciste. Mais sympathiser avec des mecs qui menacent l'équilibre mondial, même pour un ultranationaliste vénère comme Mussolini, c'est trop. De plus, Hitler, son but, c'est de rassembler les germanophones sous son joug. Et il y a des germanophones en Italie. Rappelez-vous ce que je disais dans le Tyrol. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, le Duce déclare ceci. « Je ne me sens aucunement flatté de savoir que cet aventurier de mauvais goût a copié sa révolution sur la mienne. Les Allemands finiront par ruiner notre idée. Cet Hitler est un être féroce et cruel qui fait penser à Attila. Les Allemands resteront les barbares de Tacite et de la Réforme, les éternels ennemis de Rome. » Ainsi, Mussolini ne va pas refuser une alliance avec ceux qui s'opposent farouchement à Hitler. Et ceux qui s'y opposent le plus en 1934, ce sont les communistes, mais ça il s'en fout Mussolini, ce sont surtout les fascistes autrichiens. Puis ce qui devait arriver, arriva. Le 12 février 1934, la milice gauchiste, apprenant qu'un dépôt de munitions allait être évacué à Linz, força l'ouverture et récupéra toutes les armes nécessaires pour devenir un groupe armé jusqu'aux dents. Cette fois c'en est trop, et le SPO se lance officiellement dans une lutte armée contre le régime de Dollfuss, mais sans le soutien des nazis. On peut presque souffler à ce stade. La guerre civile autrichienne, connue aussi sous le nom de combat de février 1934, sera courte mais intense. De violentes séries de coups de feu engagées entre la Heimwehr et la milice républicaine ont lieu partout dans le pays. Tous les partis de gauche, les communistes et le SPO donc, s'unissent pour réclamer la restauration des élections et la fin du régime fasciste. D'ailleurs, un truc marrant, en allemand, guerre civile, ça se dit Bürgerkrieg. Voilà, c'est tout, c'est rigolo. Bon, je sais que c'est Bürgerkrieg, mais Bürgerkrieg c'est plus rigolo. La guerre civile durera du 12 au 16 février 1934. Les balles fusent et les morts se comptent par milliers. 7000 au total, en seulement 4 jours. Le pays est ravagé par des tirs d'artillerie et des exécutions sommaires. Cependant, les rebelles, mal équipés et surtout très mal préparés à un conflit de ce style, échouent à prendre de dessus sur la Heimwehr et l'armée autrichienne. Finalement, les principaux leaders de gauche sont tous arrêtés et internés. Alors, le pays est ruiné, bien sûr, mais au moins le régime a survécu à une lutte intestine. J'ajouterai qu'ils ont résolu très rapidement la crise. Dans les mois qui suivent, la reconstruction est lancée. Même si Dollfuss est conscient que la menace est toujours là et qu'elle pèse sur eux, il faut relativiser. L'Italie est une alliée fidèle. Le 17 mars 1934, les Italiens signent avec les Autrichiens et les Hongrois le protocole de Rome, un accord commercial visant à assurer l'indépendance des vestiges de l'Empire Habsbourg. On peut craindre une représaille de l'Empire... Attendez... excusez-moi, je m'ai tiré. Je disais, on peut craindre une représaille de l'Allemagne, mais pas une attaque de grande ampleur.
Le matin du 25 juillet 1934, Engelbert Dollfuss se lève avec un grand sourire, comme à son habitude. À Vienne, on crève de chaud, et vu que Dieu n'a pas encore inventé la clim, Engelbert salue les fonctionnaires de la chancellerie en prenant soin de ne pas trop lever le bras en l'air. Arrivant à son bureau, il prend son Kugelschreiber, signe et resigne des décrets de 8h à 10h du matin. Après tout, être chancelier ce n'est rien d'autre qu'être un fonctionnaire, avec un peu plus de pouvoir, cela va de soi. Obnubilé par son travail, il ne remarqua pas le silence de plomb qui engloutissait désormais toute la chancellerie. D'habitude, il entendait la moindre conversation. C'était comme si on avait calfeutré son bureau. Bon, il en faut bien plus pour déconcentrer Dollfuss. Après tout, on va pas se plaindre du silence pour une fois. Soudain, une pensée lui vint à l'esprit. Dollfuss se baissa et récupéra ses notes cachées dans un de ses nombreux tiroirs. Il avait oublié de rédiger le discours qu'il devait prononcer ce soir à l'amphithéâtre de Vienne. Quelle tête en l'air. D'accord, avoir un trou de mémoire, ça peut arriver. Mais à lui, le chancelier suprême, c'est impardonnable. Il faut se reprendre en main. Ce furent les dernières pensées du chancelier avant que des assassins nazis ne l'abattent froidement. Agonisant, Engelbert gisait sur le sol du bureau de la chancellerie. Otto Planeta et Franz Holzweber, les deux nazis déguisés en policiers, eurent à peine le temps de contempler leur travail. À vrai dire, ils ne purent s'assurer de la mort de Dollfuss, car le temps presse. Pendant ce temps, un autre groupe de nazis s'était introduit de force dans le siège de la radio nationale. Un faux message fut diffusé, indiquant que le chancelier Dollfuss venait de transférer ses pouvoirs à Anton Rittelen, un des nombreux membres du parti chrétien qui était de connivence avec le parti national-socialiste. Partout dans le pays, les nazis autrichiens lancèrent des assauts contre l'armée et la Heimwehr. Moins de 6 mois après la guerre civile socialiste, c'est au tour des nazis de manifester leur dévotion au Führer, préparée depuis presque un an minutieusement par la SS. Cette fois-ci, l'Autriche n'a virtuellement aucune chance. Cette dernière va tomber sous le joug du Troisième Reich et son destin sera scié aux nazis. L'Anschluss va aboutir... Non, pas cette fois-ci. Si Dieu n'émane peut-être pas les lois en Autriche, en tout cas, il est de leur côté sur ce coup. En effet, le lendemain de l'attaque, les renseignements de la Schutzkorps, une autre milice aux ordres du parti unique, parviennent à intercepter le document de Kollerschlag, un document qui décrit avec précision toutes les attaques des nazis en Autriche. Alors, bien que le contenu soit remis en question par les historiens aujourd'hui, c'est grâce à ces papiers que les Autrichiens purent cibler et localiser toutes les planques de munitions des nazis. Alors peut-être vont-ils réussir à stopper le coup d'État ? Eh bien, tout va se jouer sur deux conditions. Les putschistes sont-ils préparés suffisamment pour attaquer ? Et surtout, est-ce que l'Italie va les soutenir à l'international ? Pour la première, c'est bon. Bien que prémédité depuis un an par la SS, le rapport de force est largement sous-estimé par les nazis. Et bien que les combats continuent pendant encore des jours, la majorité des putschistes sont arrêtés dans les 3 jours qui suivent le coup d'État. De plus, la nouvelle de la mort de Dollfuss, que les nazis voulaient libératrice pour la population, a l'effet totalement inverse sur les Autrichiens. Il est vu comme un martyr voulant sauver sa patrie contre cet enculé d'Hitler. Mais justement, Hitler, furieux d'apprendre que ce putsch est un échec, a carte blanche pour attaquer l'Autriche. Personne ne le retient. La Société des Nations en a rien à foutre de cette guéguerre entre Germains, sauf un seul pays, l'Italie. Quelques heures après la nouvelle de l'assassinat de Dollfuss, Mussolini fait déplacer 4 divisions d'infanterie à la frontière autrichienne, prêtes à intervenir si jamais le pays venait à subir une attaque du Reich. Mussolini, le grand fasciste dictateur et sans pitié, a tenu parole. On n'a jamais été aussi proche d'une guerre entre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, et Hitler se ravise. Tant pis, on a perdu, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, on vous aura, bande de sales fils de pute. Incroyable, l'Autriche a survécu. Elle a survécu à 2 tentatives de coup d'État. Un de la SS et un autre des socialistes. Par-dessus tout, elle est victorieuse. Otto et Franz, les 2 assassins de Dollfuss, sont jugés et immédiatement exécutés. Dollfuss n'a pas survécu, il s'est vidé de son sang. Le nazisme, le communisme avaient été vaincus par le parti unique. Grâce à l'unité autrichienne, grâce à Dieu, et surtout grâce à l'Italie, l'Autriche demeurait une nation fière et indépendante. La population autrichienne exulte dans les rues de Vienne, pleurant des larmes de joie et de tristesse. Lorsque les funérailles de Dollfuss eurent lieu, lui qui avait si difficilement défendu son peuple, son pays face à l'adversité du... Quoi ? Ah ? Le nouveau chancelier ? Ouais, bah, dites-moi de qui il s'agit. Kurt Schuschnigg Attends, c'était pas le ministre de la Justice, lui ? Ouais, bon bah, qu'est-ce qu'il a fait ? Réprimer dans le sang les révoltes gauchistes ? Vous êtes sûr que c'est le meilleur type à mettre au pouvoir, les gars ? Non, parce que là, le plus intelligent, ce serait de s'unir contre les nazis. Vous avez pas ça ? Non ? Bon, tant pis pour vous, bande de ploucs, là, je veux dire. Oh. C'est donc bien Kurt Schuschnigg qui fut nommé chancelier autrichien.
Ancien ministre de la Justice, toute l'Autriche ne le connaît que pour une seule action, son refus de gracier les ouvriers ayant participé à la guerre civile autrichienne, les faisant exécuter sans procès. Donc voilà, c'est pas compliqué, tout le monde le déteste. Mais il arrive tout de même au pouvoir, et voyez-vous, Kurt, c'est un type extrêmement diplomatique, très conciliant, sauf avec les communistes. Il a par-dessus tout peur d'être assassiné par les nazis. Après, on peut le comprendre vu ce qui est arrivé à Engelbert. Même avec une milice qu'il protégeait, Dollfuss s'est fait défoncer. Alors imaginez pour Kurt. Plutôt que de chercher à réaffirmer son indépendance en signant des traités militaires avec la France et l'Angleterre, par exemple, il va se rapprocher d'eux et leur demander gentiment s'ils peuvent ouvrir les relations diplomatiques. Bon, et au pire, si ça marche pas, bah tant pis, voilà. Complètement con, mon dieu. Bon bref, de 1934 à 1935, sa technique va plutôt fonctionner, étonnamment. Sauf qu'un événement très important va tout remettre en question. L'Italie se lance à l'assaut de l'Éthiopie. L'invasion sera très mal perçue par la Société des Nations, qui viole le droit international. L'Italie fasciste, étant isolée diplomatiquement, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers l'Allemagne nazie, le principal ennemi de l'Autriche. Et donc le seul et l'unique soutien de l'Autriche vient de leur tourner le dos. Merde. Conscient que la situation n'est pas du tout à son avantage, Kurt se retrouve face à un choix. Soit il tente de démocratiser son pays pour obtenir le soutien des Français et des Anglais, soit il tente de se rapprocher avec Hitler en lui serrant la main. Kurt. Bon, enfin, tous les autrofascistes, vous êtes débiles, hein, c'est pas possible. Hein. Donc oui, Kurt rencontre Hitler, tout en affirmant que l'indépendance de l'Autriche serait son principal enjeu. Je crois que même les nazis se foutaient de sa gueule à ce stade. Pourtant, ils vont jouer le jeu. En juillet 1936, Hitler reconnaît la souveraineté de l'Autriche, à quelques conditions tout de même. Que le parti nazi soit de nouveau autorisé dans le pays, au gouvernement soient installés 3 membres du parti nazi autrichien. Arthur Seyss-Inquart, Guido Schmidt et Edmund Glaise-Horsteno. Ah, et bien sûr, il faut réautoriser les journaux nazis. Voilà donc ce qui fait que l'Autriche, c'est la seule dictature fasciste où t'as le droit de dire 2 choses qui sont contradictoires. Tout est de la faute des communistes et tout est de la faute des nazis. Mais quel bordel. Et puis, 2 ans plus tard, en février 1938, Hitler convoque en tête-à-tête Kurt au Berghof, la résidence privée du Führer. Durant un entretien particulièrement tendu, le Führer demande à ce qu'Arthur Seyss-Inquart passe de membre du Conseil d'État à ministre de l'Intérieur. C'est trop, même pour Kurt. Ce poste est beaucoup trop important pour qu'un nazi puisse l'occuper. Je veux dire, être ministre de l'Intérieur, ça veut dire être chef de la police. Bordel, imaginez s'il retente un coup d'État. Alors, pendant l'entretien, j'en suis pas sûr, corrigez-moi dans les commentaires, je crois que Kurt a abordé la possibilité de remettre les Habsbourg au pouvoir en Autriche, ce qu'Hitler a refusé, sans hésiter. Quoi qu'il en soit, le chancelier autrichien quitte l'Allemagne bredouille, mais peu importe, on verra ça en rentrant dans la capitale. De retour à Vienne, Kurt a une réunion d'urgence avec son service de renseignement. Hitler a fait savoir à la SS qu'il voulait en finir avec le parti unique autrichien, et il comptait assassiner Kurt. Le visage pâle et le regard vide, ce dernier quitte la réunion sans même assister à la fin. Le chancelier est dans l'impasse. Sans le soutien d'Italie, il ne peut s'opposer au Führer. Alors lui vient une idée, toute bête. Organiser un référendum en Autriche. Bah oui, s'il peut pas compter sur l'Italie ou sur toutes les autres nations du monde, il peut compter sur son peuple, n'est-ce pas? Ainsi, vers mars 1938, est mis en place en Autriche un référendum avec la question suivante. Souhaitez-vous que l'Autriche soit un État chrétien allemand et uni? Oui ou non? Lorsqu'Hitler apprend la nouvelle, il est bouche bée. Comment ce trou du cul, qui avait l'habitude d'être mou et de prendre des décisions au dernier moment, a-t-il pu agir aussi intelligemment? C'est pas possible, c'est un coup des communistes, c'est certain. Kurt, tout content, organise pépouze son référendum comme si de rien n'était, avec le soutien de la Heimwehr. Tout se passe à merveille, jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de fil du Führer. Ce dernier lui informe que dans les heures qui viennent, l'Allemagne envahira l'Autriche, et qu'il ferait mieux de se rendre sans même chercher à combattre. Cette fois, la pression est trop forte, et Kurt, à contre-cœur, acquiesce face au Führer. Le soir du 11 mars 1938, Kurt se rend à la maison de la radio allemande autrichienne. Avec la voix un peu tremblante, il prononce un discours teinté d'amertume, mais aussi de tristesse. Le président fédéral me charge d'informer le peuple autrichien que nous cédons à la violence. Parce que nous n'avons pas l'intention de faire couler le sang allemand à tout prix. Même en cette heure grave, nous avons donné à notre Wehrmacht l'ordre de se retirer sans résistance significative. C'est pourquoi à cette heure-ci, je dis au revoir au peuple autrichien avec un mot allemand et un souhait sincère. Gott schütze Österreich. Dieu protège l'Autriche. En réalité, dans les heures qui ont précédé cette déclaration, la Wehrmacht allemande avait franchi les frontières autrichiennes. Sans combattre, sans opposer une quelconque résistance, l'Anschluss est sur le point de s'accomplir. Quelques jours plus tard, les nazis organisèrent un nouveau référendum sur l'autodétermination de l'Autriche. Et le résultat est clair. 99% de la population, exaspérée par la situation économique, des guerres civiles et du fascisme bidon mis en place par le Vaterlandische Front, vote
pour le rattachement à l'Allemagne. L'Anschluss, presque 20 ans après sa première tentative, venait de s'accomplir. Tandis que l'Autriche cessait d'exister dans l'indifférence générale, les Alliés se contentent de faire des objections diplomatiques. Quelle humiliation. L'Österreich sera donc sous domination nazie, scellant son destin avec l'Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale. Il faudra attendre le 13 avril 1945 pour que l'armée rouge libère Vienne. L'ancienne capitale impériale n'était plus que l'ombre d'elle-même, à l'image du pays tout entier. Au début de la guerre froide, de 1945 à 1955, le pays sera divisé en 4, entre les Français, les Américains et les Soviétiques. L'Autriche ne retrouvera sa pleine souveraineté qu'après un accord trouvé entre les 4 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. En gros, l'Autriche redevient une démocratie unifiée et indépendante et reste neutre dans la guerre froide. Et puis il y a une très grande nouvelle qui arriva dans le pays, le 30 juillet 1947. C'est la naissance d'Arnold Schwarzenegger. Et oui, le culturiste et acteur de Terminator, Predator et D'Or et Platine est autrichien. En même temps, ça se remarque au nom, je veux pas dire, mais voilà. Et quand Schwarzy arrive à la fin d'un film, c'est que tout est bien, qui finit bien. Et c'est le cas de ce documentaire. Bon, allez, je viens de terminer ce putain de tournage et cette putain de vidéo. J'en peux plus, quel enfer. J'avais pas prévu que ça devienne un documentaire, je m'excuse, ou pas si ça vous a plu. Mais bon, histoire de faire un épilogue parfait, je me dois de vous faire déjà une conclusion, et surtout de vous raconter ce qui arrive aux protagonistes de notre histoire. Déjà, Charles de Habsbourg. Le monarque déchu a tenté à 2 reprises de reprendre son trône. Attention, pas celui d'Autriche, mais de Hongrie. Malheureusement, ces tentatives ont échoué, et en 1922, il est assigné à résidence en Espagne. Sauf qu'il contracte là-bas une bronchite aiguë et décède comme une merde le 9 mars 1922. Karl Seitz, le tout premier président de l'Autriche, fut un opposant farouche aux fascistes de Dollfuss et aux nazis. Il sera enfermé dans un camp de concentration, puis libéré à la fin de la guerre. Il mourut en 1950 à l'âge de 80 balais. Karl Renner, le second président, s'éloignera de la vie politique jusqu'en 1945. 45, oh là là, je suis fatigué, j'en peux plus. Date à laquelle les Alliés font appel à lui pour reconstruire l'Autriche. Il sera nommé chancelier fédéral et s'éteignit dans l'exercice de ses fonctions en 1950, lui aussi âgé de 80 balais. Engelbert Dollfuss, comme je l'ai dit, il s'est vidé de son sang. Et enfin, Kurt Schuschnigg sera emprisonné pendant 7 ans par le Reich allemand. Dans un premier temps dans une prison à Vienne, puis vers la fin de la guerre, il sera amené au camp de concentration de Dachau. Un ordre d'exécution sera donné au dernier jour de la guerre. Mais par miracle, le jour de son exécution, les Américains libèrent le camp et lui sauvent la vie. Il finira ses jours aux États-Unis, professeur en sciences politiques. Kurt a aussi rédigé de ses mémoires pour tenter de réhabiliter sa personne et son régime. Bon, que retenir de cette histoire? Déjà, comme je vous l'ai expliqué, l'histoire de l'Autriche peut être analysée d'un point de vue cyclique. Une nation naît, stagne, tente de toutes ses forces de s'en sortir, puis s'effondre complètement. Et parfois, elle renaît de ses cendres, comme l'Autriche. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Autriche s'est autant viandé la gueule au final? En un mot, comment s'est-elle effondrée? Eh bien, à cause des conflits internes. C'est le conflit mondial qui a mis fin à l'Autriche-Hongrie, c'est la guerre civile et surtout le coup d'État qui a mis fin à la démocratie autrichienne, et enfin, c'est la guerre entre les nazis et les fascistes qui ont mis fin à l'existence de l'Autriche. Pourtant, comme vous l'avez vu, par tous les moyens, l'Autriche a essayé de s'en sortir. Mais de toute l'histoire de l'Autriche, les seuls qui ont réellement cherché à dialoguer, c'est Kurt et Charles de Habsbourg. Et avec qui ils ont discuté? Avec les Allemands. Conclusion, s'il y avait qu'un seul ennemi à désigner du début à la fin de l'histoire, c'est les Schleux. Voilà, bim, qu'est-ce que tu vas faire? Wouhou! Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite conclusion plutôt rigolote vous a plu. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour parler de la Pologne, tout simplement. Et j'espère que ce petit sujet, ce nouveau format vous a plu, tout simplement. Pas forcément plus d'annonces à vous dire, donc je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, et surtout, bon appétit. Parce que là, j'ai la dalle. Il est 19h24, j'en peux plus, bordel de merde.